Bon, alors bienvenue à tous les deux c'est la deuxième émission, mine de rien, on avance. Notre deuxième émission sur l'aventure de la Team FCD. On va se présenter une nouvelle fois. Je laisse notre nouvel invité se présenter. Jean, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Vincent, bonsoir Pierre. Bon, ben, je m'appelle Jean, Salut c'est Jean. écrit sur l'écran. Je vais vous dire, je suis licencié au Club nautique de la Marine. C'est pour ça que je connais très bien Périg. Et puis au niveau de la pratique, je pratique depuis longtemps, mais je suis arbitre. Je suis arbitre national, donc Fédération française de voile. Et je suis comité de course, donc depuis une vingtaine d'années. Et comité de course sur différentes courses solitaires du Figaro. euh, Adjoint sur la route du Rhum, des choses comme ça. D'accord, très bien. Bon, on va revenir sur toi juste après. Au Périg, niveau par... Oui, oui, oui. pardon. On va revenir vers toi, Jean. Fais juste une petite Oui, brève présentation là, et ensuite on reviendra plus en détail sur tes activités. Alors, Périg, si tu ouais. pouvais brièvement te Écoute, présenter oui, aussi. je vais me présenter, pas de souci. Donc, Péric, effectivement, je connais bien Jean, puisque depuis plusieurs années maintenant, on se côtoie au Club nautique de la Marine à Brest. Donc, moi, je suis instructeur de voile, hein, instructeur de sport dans le domaine de la voile. Je suis au Club nautique depuis 2020, voilà. Et au niveau de la fédération des clubs sportifs, voilà, je suis le conseiller technique sportif de la Ligue Ouest au niveau de la voile. Voilà, Parfait, merci Périg. voilà, pas de souci. Quant à moi, je suis le grand débutant sur Virtual Regatta. Je suis aussi le conseiller technique sportif national e-sport. Et je me suis incrusté dans l'aventure de la Ligue Ouest et grâce à l'aide de Périg pour monter cette team avec Joran qui sera là tout à l'heure, qui nous rejoindra un peu plus tard. Et je remercie encore une fois tout le monde de me faire découvrir ce nouvel univers. Cet univers que je connaissais absolument pas et qui me procure et qui, j'espère, procure beaucoup de plaisir à tous ceux qui nous suivent. Et je sais qu'ils sont nombreux et de plus en plus nombreux à être curieux et intéressés par les résultats de la Team FCD. Voilà. Alors Jean, on revient vers toi. Voilà, tu t'es présenté tout à l'heure. Si tu pouvais nous en dire un peu plus sur tes activités, en quoi ça consiste quand on est au comité de course ou... Oui, donc donc la Fédération française déjà comme tous les sports, hein, il faut des arbitres. Sans arbitre, pas de sport ou du moins pas de compétition. Donc au niveau de la Fédération française de voile, il y a donc un corps arbitral et dans ce corps arbitral, on trouve principalement, je dirais, quatre types d'arbitres. On a les comités de course, on a les jurys, on a les comités techniques et on a des contrôleurs d'équipement. Alors chacun a des tâches très particulières. Hein. En général, pour les pratiquants, on parle d'arbitre ou bien souvent on emploie le terme jury. D'ailleurs, les gens qui connaissent pas la course disent les jurys ou le jury de course, des choses comme ça. Donc les comités de course, c'est les gens qui mettent en place les parcours, qui donnent les départs, qui font les arrivées et qui établissent les classements. Alors les jurys, ce sont les personnes qui traitent des réclamations. Les concurrents peuvent réclamer entre eux pour des règles de course. Et les comités techniques s'occupent de la vérification, donc de la correspondance, que les bateaux soient bien à la jauge, correspondent bien à la jauge de leur classe. Et les contrôleurs d'équipement, ce sont des personnes qui contrôlent les bateaux avant le départ d'une épreuve sur le plan de la sécurité. Donc, pour résumer, si on prend l'exemple de l'épreuve qui nous intéresse aujourd'hui dans Virtual Regatta, le comité de course, c'est le monsieur qui donne les départs. Bon, en l'occurrence, l'exemple que je vais prendre n'est pas très bon parce que c'est pas lui qui dit 5, 4, 3, 2, 1, top, comme dans les autres courses. Là, en l'occurrence, c'était le président du conseil départemental de Vendée. Enfin, c'est sous la responsabilité du président du comité de course qui, lui, juge le départ, juge si c'est un bon départ ou si les concurrents ont volé le départ, ce qui a été le cas d'ailleurs cette année. Il y a un concurrent qui a volé le départ au moment du départ du Vendée Globe. Il y a 4 ans également, il y a eu trois concurrents il y a 4 ans et un concurrent cette année. Les jurys, ce sont des gens qui jugent les réclamations, qui peuvent être des réclamations entre concurrents ou organisations contre concurrents. Là, en l'occurrence, le jury, qui est un jury international, qui est composé de 5 personnes,
2 Français et 3 étrangers, un Sud-Africain, une Espagnole et un Anglais, il me semble. Ces 5 personnes vont juger, là en l'occurrence, vont être mis à contribution, ils sont déjà à contribution ces jours-ci, parce que c'est eux qui vont statuer sur la réparation, ce qu'on appelle une réparation, pour les 4 concurrents qui ont porté assistance à Kevin Escoffier. Donc ces 4 concurrents vont avoir un temps, va leur être donné par ce jury en fonction de différents critères. On pourrait peut-être en parler plus dans les détails après. Alors voilà l'exemple de ce que va devoir faire un jury. Les comités techniques ont vérifié avant le départ que les bateaux respectaient bien les règles de la jauge IMOCA, et les contrôleurs d'équipement ont vérifié sur chaque IMOCA l'équipement, l'existence de l'équipement de sécurité, balises de détresse, BIP, tout le matériel de sécurité. Voilà un peu le corps arbitral, ce qu'il fait et comment il est composé. Donc pour faire cela, la Fédération française de voile, c'est comité de course, je pense qu'au niveau national, on va être 300, 350, 400 arbitres nationaux, parce qu'il y a évidemment beaucoup de compétitions. Très bien. Est-ce que tu arbitres aussi les compétitions de la Fédération des clubs de la défense? Non, justement. Alors j'en ai fait sur Brest il y a quelques années. Ça fait très longtemps. Parce que, comme j'ai dit, ça fait déjà un moment que j'arbitre. J'ai préalablement fait une carrière dans la Marine nationale, donc j'ai quitté la Marine là aussi il y a un certain nombre d'années. J'ai d'abord fait une carrière dans la Marine. Ensuite, quand je suis venu en retraite, je me suis un peu lancé dans l'arbitrage. Et j'ai arbitré sur Brest il y a très longtemps. Il y avait des compétitions de la défense, FCSAD, comme on disait à l'époque. Il y avait des compétitions qui se déroulaient sur Brest, tous les ans d'ailleurs. Et nous, au Club Nautique de la Marine, on a dû en organiser 1 ou 2, mais je dirais il y a plus d'une dizaine d'années. Et depuis, je n'ai plus jamais eu connaissance de ce type d'épreuves. Mais si elles sont déclarées à la Fédération française de voile, elles sont arbitrées obligatoirement par un arbitre de la Fédération française de voile. Si elles sont uniquement internes à la FCD, la FCD peut demander bien évidemment d'avoir des arbitres. On organise... J'ai arbitré avec Périg plusieurs championnats de France marine ou des championnats d'arrondissement sur Brest ou des championnats de France marine, Cherbourg, Brest ou Lorient. Donc, mais non, je n'ai pas fait depuis très longtemps des championnats FCD, non. Là, actuellement, si je peux rebondir, on a relancé pas cette année, on n'a pas pu courir, mais l'année dernière, on a relancé en fait l'activité voile FCD au Club Nautique de la Marine avec la Coupe du Préfet Maritime en fait, où on a inclus un classement FCD à l'intérieur de cette coupe en fait. Voilà. C'était pour une reprise en fait de régates FCD au sein des régates qui sont organisées avec le Club Nautique et avec la Fédé d'ailleurs, Fédération française de voile, qui ont fait venir des arbitres en fait pour ça. Tout à fait, oui, l'année dernière, oui. Alors il y a un partenariat, je sais qu'il existe des partenariats entre les 2 fédérations, bien évidemment, mais je ne sais pas s'il y a un championnat de France FCD marine, voile, pardon. Ah bah si, tu as le champion de France devant toi. Non, mais c'est sur une autre épreuve. Il n'y a pas une. Bravo, félicitations. Ça m'est pas échappé. Mais je sais que pendant le Grand Prix de l'École navale, qui est une grande épreuve du calendrier fédéral, parce que c'est le championnat de France monotype habitable de la Fédération française de voile qui se déroule pendant le Grand Prix de l'École navale. Sur ce Grand Prix de l'École navale, par une extraction de classement, voilà. Il y a un classement FCD. C'est ça. Mais ce dont je voulais parler, c'est ce qui se faisait par le passé, où des gens venaient faire de différentes régions, si tu veux, de toute la France, venaient faire le championnat de France. À l'époque, ça se faisait sur les bateaux de voile légère, d'ailleurs. Oui. En fait, ça a été regroupé sur le Grand Prix de l'École navale. En fait, je pense que ça a été un peu phagocyté ou je sais pas, mais par contre, c'est vrai que il y a plus ce genre de choses chez nous. Et c'est vrai. Tu as raison, Jean. Bon, peut-être qu'à l'avenir, ça va reprendre. Oui, moi je pense que ça serait… Parce que je ne connais pas très bien tout le fonctionnement, pas très bien, loin de là, même le fonctionnement de la FCD, mais il y a des compétitions, il y a des championnats de tennis, il y a des championnats de multiples compétitions nationales. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi pas une compétition nationale de voile? Ah bah, oui, voilà. Oui. Autre que multi-support, là, elle se fait actuellement sur du support habitable en J80, quoi. Voilà. C'est ça, il me semble, la thématique, quoi. Maintenant, ça peut être fait sur d'autres supports. Sans oublier notre challenge national
e-sportif cette année de voile, qui sera le premier classement, on va dire, officiel de la Fédération des clubs de la défense sur Virtual Regatta. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as vu, Jean, le classement, pour ceux qui sont inscrits sur la compétition sur Sigema, c'est le logiciel qu'on utilise pour les compétitions officielles de la fédération, le classement des membres de la team FCD qui participent au Vendée Globe virtuel servira de référence à ce challenge national. Et donc, le premier au classement de la team sera le premier champion virtuel de la fédération pour cette année. Et peut-être que Péric sera le premier à la fois vrai champion physique et réel et virtuel. C'est tout le mal que je lui souhaite. D'ailleurs, à ce sujet, donc toi qui es un professionnel de l'arbitrage et du suivi des compétitions, est-ce que Virtual Regatta est fidèle complètement à ce qu'on peut retrouver dans une vraie compétition, ou quels sont les ajustements ou les sacrifices faits que tu peux remarquer dans la compétition virtuelle? Alors, je suis pas un spécialiste de Virtual Regatta. Je n'ai pas fait 3 Vendée Globe comme certains. Non, parce que j'ai suivi le live de l'autre jour. J'ai revisionné la vidéo que vous avez fait l'autre jour. J'ai appris que Péric avait fait 3 fois. Bravo, le Vendée Globe. Non, moi, c'est mon premier Vendée Globe. C'est même mon premier Virtual Regatta. Bon, j'avais fait une fois, je crois, une Jacques Vabre, ou même pas une petite course. Donc là, c'est la première fois que je m'y lance vraiment. Donc, bon, je trouve ça passionnant. En plus, je trouve que le team, on a vraiment là une belle team. Hein. On a vraiment des gens bien classés dans les premiers. Là, ça, je dirais dans les 5000 premiers, je pense qu'il doit y avoir un paquet de la team FCD quand même. Hein. Donc, c'est bravo à eux. À s'accrocher les tout premiers, ça va être vraiment, je pense qu'il faut y passer des heures et des heures et des heures. Alors, par rapport à la réalité, non, au niveau de l'arbitrage, je pense qu'on ne peut pas faire de parallèle, quoi. Il n'y a aucun parallèle parce que le départ, le départ est donné. Il n'y avait pas besoin d'ailleurs d'être, j'ai bien compris, devant son écran le jour du départ du Vendée Globe. Hein. Le virtuel est parti à 13h02, comme aurait dû partir la course. En fait, elle est partie pour tard, pour des raisons que tout le monde connaît, du brouillard. Donc là, sur la partie arbitrage, non. Sur la partie, le déroulement, après, c'est de la tactique. C'est essentiellement, et c'est surtout d'ailleurs que de la tactique. Hein. Sur les pénalités, la machine, quelqu'un qui franchit la ligne des glaces, la ZEA, zone d'exclusion d'Antarctique, dans la réalité, un coureur doit repasser au point où il remonte de la zone en repassant le point où il est rentré. Ici, dans le virtuel, j'ai bien compris, les gens, la vitesse est bloquée à 7 nœuds pendant quelques temps. Donc, les croisements, les bateaux, je pense que j'ai vu tout à l'heure sur un réseau, là, sur Discord, des gens qui disaient « je suis tribord, cette fois-ci je suis tribord, la prochaine fois… et ils disaient au bâbord, la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça, si j'ai bien compris. Hein, j'ai regardé rapidement il y a quelques minutes, là. Je serais curieux de savoir d'ailleurs ce qui se passerait sur Virtual Regatta si 2 bateaux venaient à se rentrer dedans. Mais non, je ne peux pas faire de parallèle entre l'arbitrage, je ne crois pas. Non. Jean, tu as complètement raison. Il y a le seul paramètre avec l'arbitre, le seul jeu avec le paramètre de l'arbitrage, ça serait le inshore en fait. Oui. Avec le jeu inshore qui, lui, par contre, tient en compte de toutes les règles en fait, et que les annonces, quand il y a des croisements, quand on fait des erreurs, voilà. Là, je pense qu'avec le temps de départ, comme tu disais, là, tout le monde part ensemble. Sur le inshore, non, c'est toi qui on règle sa vitesse, voilà. Vraiment, dans les règles de course qui calent le plus, c'est le inshore en fait, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec. On avait évoqué le sujet avec Joran où je disais que moi j'avais tenté un peu ma chance sur le inshore, mais je m'étais vite aperçu que sans une connaissance précise et de toutes les règles, on ne pouvait pas être compétitif et on y prenait. Enfin, c'était trop compliqué. Voilà. Alors que l'offshore laisse beaucoup de on est beaucoup plus libre et on a le temps d'apprendre tranquillement sans commettre d'erreurs qui pourraient nous pénaliser. Voilà, ça c'est l'avantage du offshore. Moi, je pense que c'est aussi c'est ce qui permet à tout le monde de venir jouer à ce jeu-là en fait. C'est qu'on n'a pas toutes ces contraintes de règles à aborder. C'est quand même plus facile d'arriver sur du long terme en fait, sans avoir toutes ces règles en fait. Exactement.
Ouais, je crois que s'il fallait appliquer les RCV, hein, les règles des courses à la voile les régates virtuelles, ça serait très très compliqué. Ouais, comme tu le dis très justement, Péric, pourquoi aujourd'hui il y a 900 000, plus de 900 000 bateaux qui courent, hein. Il y a quand même l'engouement du Vendée Globe, c'est sûr, l'engouement du virtuel. La période malheureuse que nous avons traversée a apporté aussi un supplément de concurrents, hein, sur Virtual Regatta, hein. Je ne sais pas si vous recevez la lettre qui s'appelle Tip and Chaff, qui est une lettre de la voile qui paraît tous les vendredis, hein. Je vois Perry qui hoche de la tête. Donc, ce soir, là, dans celle de cet après-midi, il y a un article. L'article principal de cette semaine, c'est justement sur Virtual Regatta, hein, où ils expliquent leur fonctionnement, comment ça marche, le sponsoring. Ils arrivent quand même avec 900 000 bateaux. Il y a maintenant des teams, même ils parlent des teams Bureau Vallée, des équipes officielles qui s'y mettent. Un coureur de Figaro qui s'appelle Achille Nebou, qui court avec son nom plus un nom de course, qui se fait contacter par une personne qui lui dit ben voilà, je vais t'aider, je vais te sponsoriser. Il trouve quasiment, il a presque trouvé un sponsor peut-être pour sa saison en étant sur Virtual Regatta par le nombre de personnes qui suivent cette course. Moi, je trouve ça fantastique, quoi. Alors, c'est vrai que si on revient au système de course, non, on peut pas jouer sur les règles, on ne peut pas appliquer les règles, ça deviendrait très compliqué. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde déjà. Et puis, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, je répète, mais il y a tout ce côté tactique quand même. Il y a le côté météo. Et quand même, sur le plan de la nave, ça dure 3 mois, c'est un peu long, c'est vrai. On n'est pas obligé de se lever jour et nuit, hein, non plus. On peut faire des grandes. Quand on se prend, après, bien évidemment, on accroche. Mais aujourd'hui, ça apporte beaucoup de choses, je pense. Ça apporte sur le plan de la météo, sur le plan de la tactique, hein, puis il y a tous les logiciels après de routage qui apportent une aide, bien évidemment. Alors, après, il y a les pros du jeu, quoi. Ça, je ne suis pas du tout. Tous les pros du jeu qui font d'autres choses que de la voile, d'ailleurs, sur les jeux, et qui s'accrochent énormément, hein, énormément, hein. Alors, ce qui est marrant à voir, je pense, je fais un peu le parallèle, je voyais tout à l'heure dans les classements, là encore, là, dans les 15 premiers ou 20 premiers, un coureur que je connaissais bien, est un Italien, qui s'appelle Alberto Bona, qui est donc dans les 20 premiers de Virtual Regatta sur 900 000. C'est un gars qui a fait la solitaire du Figaro cette année, l'année dernière aussi. Il doit faire à peu près milieu de tableau. Donc, c'est un gars qui arrive à faire les deux, est très, très bon au virtuel, très bon sur l'eau. Et je pense que trouver un coureur professionnel, hein, de très bon niveau dans les 20, voire 50 premiers du jeu virtuel, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Oui, et puis c'est pas anodin. Ça montre aussi que l'expérience de la vraie voile, elle sert énormément sur Virtual Regatta aussi. Et elle fait la différence. Ah oui, tu as tout à fait raison. Tu regardes un peu rapidement dans les premiers, je considère que les 3000 premiers sont les premiers, quoi, parce que, on pourrait après en parler, Péric pourrait peut-être me répondre à ma question que j'ai amenée, mais dans les 3000 premiers, on trouve des Armel Lecléache, des Loïc Perron, même dans les 2000, 2500, Armel dans les 1500, François Gabard est dans les… François, il a avoué, on lui a posé la question aujourd'hui dans le live du Vendée Globe. Bon, est-ce que tu jouais à Virtual Regatta? Il dit oui, mais il joue avec toute son équipe. Ouais, Il dit, moi, j'ai pas le temps, donc c'est ma team qui joue. C'est ça. Ils sont 5 ou 6 dessus, ils peuvent se faire des quarts de 2 heures. Bon, mais oui, voilà. Après, je ne sais pas si c'est un avantage de jouer avec une team, hein, parce qu'après, chacun peut avoir sa petite interprétation de la petite affaire. Et puis, voilà. Après, effectivement, tout le monde est dessus à jouer, à faire des quarts, comme tu dis, Jean. Mais après, ça peut être mal interprété. Il faut bien passer les consignes, quoi, de savoir vers où on veut aller, quoi. Oui, et puis c'est là aussi où il y a peut-être la limite entre le vrai néophyte qui joue à Virtual Regatta comme il joue à un autre jeu vidéo et celui qui a une vraie expérience. C'est-à-dire que, je prends encore mon exemple, je regarde un peu le vent, j'utilise un peu les outils qui sont mis à disposition sur Virtual Regatta. J'ai découvert grâce à Perig et YouTube les miracles que fait Zezo. Mais après, ça s'arrête là. C'est-à-dire que je n'ai pas les outils, je n'ai pas la connaissance pour analyser tous les aspects de la course pour en faire un bon résultat. Bon, je suis très content de mon résultat, mais je veux dire, j'ai beau réfléchir après pendant des heures, je ne vais pas trouver
de solutions particulières parce que je ne saurais pas sur quoi m'appuyer, parce que je n'ai pas ce côté de connaissance de la voile réelle. C'est-à-dire qu'une fois que Zezo m'a proposé la route, une fois que j'ai regardé un peu le vent, ben, ça s'arrête là. Et je n'ai pas besoin d'y passer trop de temps parce que ça ne servira à rien. Et je pense que c'est là la limite. Je pense que eux, les vrais marins et ceux qui ont l'expérience, hein, je vous regarde tous les deux là en même temps, vous avez une réflexion qui est beaucoup plus poussée et qui vous emmène à faire des résultats qui sont, pour certains, exceptionnels. Un Périg. Oh, bah, écoute, je suis pas le premier de la team, hein, loin de là. Hein. Je crois qu'il y a il y a des gens qui sont bien en avance encore chez nous là. D'ailleurs, on fait un petit point. Pardon, je t'ai coupé, Périg. Jean, pas de souci. Jean, ton classement, tu es combien? Ah oui, alors moi je suis pas bon du tout, hein, comme je disais, je suis pas bon du tout. J'ai pas l'expérience, puis je passe pas de temps. Alors, je regardais ça tout à l'heure. En FCD, je suis 24e sur 50, donc milieu de tableau, quoi. D'accord. Voilà, 24 sur 50. Et en général, j'étais 62 millième, 62 millième, mais sur 900 000, je me dis, bon, bah, ça va quand j'ai encore. Ah oui, voilà, j'ai le classement là à l'écran. Ah oui, tu es caché par mon nom, je crois. Tu es 24e, c'est ça. 24, non 25. Enfin, ça, c'était le classement d'hier soir. C'était le classement d'hier soir, ça, voilà. Et donc, si on regarde le haut du classement hier soir, on voit notre coach qui était troisième. Voilà. Donc, finalement, j'ai à apprendre avec les deux de devant, là, qui vont très, très bien, même les 2-3, là, entre Rilep, Joran et puis… et qui c'est qui va bien devant là? FX, je crois. FX. Joran a connu une petite mésaventure cet après-midi. Ah oui, j'ai vu qu'il est passé de l'autre côté du miroir. Oui, il y a eu un petit bug et enfin, il a perdu un peu de temps. On va dire que c'est les problèmes techniques des bateaux. Hein. C'est comme les hooks ou les… Voilà. Voilà. Ouais, mais non, je suis pas très d'accord là. Je suis pas très d'accord. Non, je suis pas très d'accord. Vas-y. Non, je suis pas très d'accord parce que le hook, tu peux rien, quoi. Le hook ou le safran ou le foil qui casse en deux, tu peux rien. Tandis que là, quand même, la zone interdite, t'as pas à y aller, quoi. Donc, tu évites. Donc, je comprends. Hein. Comment peut-on se faire prendre dans cette zone interdite, à pénétrer cette zone, même en virtuel, lorsqu'on a tous les moyens? Alors moi, j'ai pas le pack, hein. Moi j'ai le truc lambda, j'ai pas le pack de pro, je peux rentrer 2 waypoints. J'ai découvert avec Périg il y a 3 jours à quoi servait le cadenas en bas de l'écran, parce que quand je regardais dans ma descente de l'Atlantique, quand je le mettais, il me faisait faire un quart de tour, donc je me suis dit ça c'est sûrement pas bon. Alors j'ai cherché aussi, tiens Périg, tu pourras me le dire, j'ai cherché une réglette pour avoir la distance, comme sur tous les sites internet un peu, il n'y a pas de réglette pour avoir une distance. Tu as une petite réglette en bas là quand tu zoomes au milieu. Ah oui, celle-là, oui. Oui, celle-là, je l'ai vue. Donc, Mais tu n'as pas comme GeoVoile ou comme d'autres portails, tu n'as pas tu peux pas mesurer la distance en réel. Voilà. Et c'est vrai que ça serait une évolution pour le jeu de pouvoir poser une réglette comme on a sur QTVLM ou des vrais logiciels de navigation. Alors, je ne sais pas si c'est possible informatiquement. Hein, ça, c'est pas mon. Tout est possible. Pas mon domaine. Ça, ils pourront encore mais poser une réglette qu'on puisse en fait mesurer pile à un moment donné la différence entre les deux bateaux, quoi. Oui, ça serait utile. Oui, ça, faudra peut-être leur faire remonter ça ils la mettront, parce que dans le papier de tout à l'heure dont je parlais de Tip and Shaft, là, qu'on pourrait peut-être rediffuser à ceux que ça intéresse, ce document, ce pied, c'est une lettre qui paraît tous les vendredis, peu importe. Ils font aussi des post-reports, des choses comme ça, des podcasts. Bref, j'ai appris qu'ils étaient 15 personnes quand même chez Virtual Regatta, ils sont 15 personnes. Alors, et ils développent énormément leur jeu, ils vont encore le développer. Ils sont en contact aussi avec le CIO pour les Jeux Olympiques et choses comme ça. Donc, ce n'est appelé qu'à se développer et grandement ce genre de choses, quoi. Eh ben voilà un nouvel objectif, Jean et Périg. La team FCD aux prochains Jeux Olympiques. Voilà. Bah écoute, avec plaisir si on a le niveau. Mais je crois que non pour l'instant. Alors, on parlait classement. On est dans les 100 premiers au niveau team sur 3490 équipes, ce qui est… moi, je trouve ça exceptionnel par rapport au niveau des teams et comme disait Jean, des teams Bureau Vallée ou des vrais teams qui se sont mis en place pour gagner ou pour être machin. Nous, on s'est mis finalement assez vite en place, mais avec des bonnes volontés. Et je trouve que c'est quand même un classement exceptionnel. Hein.
Ah oui, complètement, je trouve aussi. Hein. Parce Moi, que je trouve là, on a quand même des bons joueurs. Hein. je Enfin, trouve que, ouais, d'une part, comme tu le dis, il y a des très bons joueurs. Hein, quand on voit le haut de tableau là, dont Vincent parlait, ouais, vous attirez quand même la bourre. Vous êtes avec les premiers en permanence, vous êtes dessus, vous êtes avec les premiers. Et ça, c'est quand même très bien. Et ce que je trouve de bien aussi, après, c'est toute une affaire de cohésion. Ça permet de se retrouver, de faire une team, hein, d'appartenir à quelque chose. Et moi, je trouve que d'être voilà, dans cette team fédération des clubs de la défense, je trouve ça très bien. Moi, en plus, ça permet là sur le site de voir un peu on est tous repérés par une petite pastille rouge, là, de voir un peu les gens qui sont près de nous, de voir qui vient derrière, qui est devant. Moi, j'en ai un qui est devant moi, là, on doit avoir une vingtaine de milles d'écart, et en plus, il est du club de chez nous, donc du club Marine, un brillant élève de l'ENSTA, hein, Brest. Et ben, j'espère qu'on va se tirer la bourre pendant un moment comme ça. Et puis, voilà, moi, je trouve ça Ouais, c'est très intéressant. C'est exactement ça, Jean. Moi, je me bats pour la 10e place. Je lutte bec et ongle pour la défendre. J'ai eu un grand combat, enfin une grande lutte contre Kinwana. C'était passionnant, quoi. J'étais devant mon ordinateur et c'est là que la réglette aurait été utile parce que je voulais savoir s'il était vraiment loin ou pas, à quelle distance, s'il se rapprochait, c'est vraiment, on vit des instants, vraiment des instants de compétition et de challenge, quoi. C'est vraiment passionnant. Et tout ça dans un esprit, je l'ai souligné la dernière fois dans l'émission, c'est génial, quoi. Les discussions qu'on peut avoir, qu'on commence à avoir ici sur l'émission qu'on fait sur Internet, les petits échanges qu'on a sur Discord, les messages qu'on s'échange aussi directement sur WhatsApp ou autre, c'est vraiment passionnant. J'ai reçu encore un coup de fil aujourd'hui d'une gendarme qui souhaitait s'inscrire à la compétition sur Sigema. On rencontre du monde, on découvre de nouvelles choses, surtout pour un terrien comme moi. Et c'est carton plein, comme on dit. C'est vraiment super. Tout simplement, c'est super. Vraiment un très, très, très bon moment. Voilà. Justement, ce sujet, est-ce qu'il y a une communication ensuite vers les revues, vers la documentation? Je ne sais pas. Comme j'ai quitté quand même le service actif il y a très longtemps, mais est-ce que ça communique, par exemple, dans les gens d'Active ou dans les revues d'Active? Je ne sais pas, je prends l'exemple de Col Bleu pour la Marine ou d'autres revues certainement qui existent dans les autres armées, dans les autres armes, pardon. Est-ce qu'il y a une communication sur cette team qui fait le Vendée Globe sur Virtual Regatta? Alors, bien sûr, il y a la communication de la fédération des clubs envers tous ses adhérents. Je crois qu'il y a encore un billet qui sortira pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, à ce sujet. Il y a déjà eu un article sur les réseaux. Les gendarmes ont déjà fait un papier. Le magazine L'Essor a fait un superbe article. Il avait contacté Joran. Je crois qu'il t'avait contacté aussi, Périg, ou pas? Non, mais j'ai vu l'article, par contre. J'ai lu l'article, ouais, il est très, très bien fait. Très, très bien. Les gendarmes sont, en ce qui concerne l'e-sport en particulier, sont très, très, très intéressés et participent énormément. Voilà. Donc de ce côté-là. Et après, pour les autres armées, j'ai pas eu trop d'informations, mais la course est encore longue et au vu de l'intérêt que ça suscite, je suis sûr que des articles seront remontés. Très bien, oui, c'est très bien ça. Ah oui, puis ça fait parler. Je vois, nous notre CSA, et je suis basé en Allemagne, à la brigade franco-allemande, et on est un peu loin de l'océan et de la mer, mais on discute un peu IMOCA, course, les gens veulent savoir où est le bateau de la fédération, comment se déroule la course, parce que le Virtual Regatta fait parler, quoi. 960 000 compétiteurs d'un coup dans une compétition, ça ne laisse pas insensible. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Hein. Et ça va se faire que se développer, justement. Et il y a un engouement autrement dans ton environnement là, en Allemagne sur le Vendée Globe par lui-même, sur le Vendée Globe, sur ce qui s'y passe. Les gens suivent un petit peu ou oui? Je dois dire que c'est un peu, j'en entends pas trop parler. En ce moment, la situation en Allemagne sanitaire, elle se dégrade un peu dans notre région. Donc les gens sont plus préoccupés par les problèmes liés au Covid et j'ai pas trop d'infos concernant ça. J'ai regardé un peu les classements parce que j'ai fait un petit bateau en local ici pour
suivre la course avec les Allemands. Et il y a quand même pas mal d'Allemands qui participent. Ça, j'ai vu qu'il y a une grosse communauté. J'ai vu que dans les équipes qui étaient devant nous, il y a aussi pas mal de teams allemandes. Donc, je pense qu'ils ont un grand intérêt à ça. Mais au niveau de la garnison, je n'ai pas d'infos particulières. Voilà. Et je ne désespère pas que l'année prochaine, dans notre team, on aura un adhérent, puisqu'on peut accueillir un adhérent étranger. On pourrait avoir un Allemand dans la team FCD au cours des années. Donc, on n'aura pas un Vendée Globe tous les ans, hein. C'est tous les 4 ans, Jean. On a 4 ans pour se préparer. On a 4 ans pour se préparer. Non, Par mais contre, on peut avoir des trophées. On peut avoir des trophées Jules Verne, par exemple. Oui, puis pour ceux qui sont vraiment fans voile et fans jeu, parce qu'il y a les deux choses quand même. Il y a les grands spécialistes du jeu, quoi, des fans du jeu qui certainement font le jeu de foot, les autres sports et qui sont vraiment des champions, certainement dans nos premiers, là, dans notre team aussi. Ils sont non seulement certains, bien sûr, voileux et de bonnes connaissances de voile, mais ils ont certainement aussi, la plupart d'entre eux, je pense, une bonne connaissance de la pratique du jeu virtuel, quoi, hein. Parce qu'un très bon régatier, un très bon coureur, même de course au large, on le met sur Virtual Regatta, s'il ne connaît pas les jeux virtuels, s'il n'a pas toutes ses connaissances du jeu virtuel, ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure, mais il ne sera pas dans les tout premiers, certainement. Hein, parce que... Oui, mais l'exigence technique, elle n'est pas gigantesque sur Virtual Regatta. On n'a pas besoin d'être hyper vif et réactif contrairement à des jeux de tir ou des choses comme ça, il faut réfléchir. Ça reste un jeu de réflexion et ça ne nécessite pas d'être super vif comme le sont nos jeunes aujourd'hui sur des jeux comme Fortnite ou FIFA ou d'autres jeux. Oui, tu as tout à fait raison. Là, c'est du très long terme, hein, parce que, à part celui qui frôle la zone interdite, le reste, on perd quelques places, mais on peut se planter pendant quelques heures. Oui, on perd pas sa compétition, quoi. On perd pas Oui, mais c'est quand même hyper rageant. Cette histoire de ralentir, moi, c'est ma hantise. Oui. Oui, bien sûr. Mais oui, comme je disais, je reviens à ce que je boucle un peu ce que je disais d'ailleurs, là où je me suis exprimé sur ceux qui avaient volé, mordu la ligne, où j'étais peut-être un peu dur, mais enfin, casser la casse matérielle, bon, bah, celle-là. Parce que franchir la ligne, ceux qui ont tout le pack complet avec les waypoints, les trucs auto, les barres auto et tout, le pilote auto, les waypoints et tout, je pense qu'on peut quand même éviter de rentrer dans cette zone-là, quoi. Pardon, Péric, il y a quand même quelques petits bugs. Hein. Il y a des moments où le jeu, il y a des moments où si on tombe mal et on n'a pas toujours beaucoup de temps pour rester connecté et veiller à ce que la trajectoire qu'on a souhaitée, elle soit validée, et ben, il arrive qu'elle ne soit pas validée. C'est-à-dire qu'on part, on a fait son petit réglage, on ferme le jeu. Et quand on revient un petit peu plus tard, ben, on s'est rendu compte que ça n'a pas été pris en compte du tout. Et c'est comme ça qu'on fait un tout droit et on est surpris. On est surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le jeu plante. Et c'est là que ça arrive, même malgré la vigilance. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais un peu perdu. J'avais fait un réglage qui n'avait pas été pris. Je l'ai refait, mais c'est revenu sur celui d'avant et je ne sais plus où j'en suis. D'accord. D'accord. Il y a ça. Ouais, vas-y, Jean, je t'écoute. Non, je suis un peu bavard, mais c'est pas… Non, pas du tout. Oui, je comprends très bien ce que dit Vincent, mais je voyais cet après-midi, je regardais surtout dans la période actuelle, là où les gens, on est tous en train de l'allonger. Moi, je vais venir cette nuit, je viens vers la zone. Je vais peut-être rentrer dedans d'ailleurs, c'est un mauvais exemple. Ah bah oui. Mais je vous voyais longer, là, vous longez. Il y a que la réglette du bas. La réglette du bas, on a beau y mettre son pouce, on dit, tiens, la réglette, c'est… vous tangentez vraiment la ligne rouge, comme la ligne jaune, quoi. Hein, ah bah oui. Ah bah c'est le jeu. L'idée c'est ça, quoi. Tu vois, Jean. Et du coup c'est vrai. Alors moi j'ai failli me faire surprendre un petit peu parce que il fallait que je bascule au milieu de la nuit, quoi. Alors il y a toujours un petit moment d'incertitude. Je programme bien sûr, mais on n'est pas complètement serein, quoi. Oui, mais tu sais, Pierrick, tu sais comme on dit dans la marine, les marins vont le comprendre de suite. Et tu le sais bien. On prend un petit pilote. La règle du pouce, c'est ça? Oui, la règle du pouce sur une carte, et on prend un pied de pilote. On navigue jamais à toucher les cailloux. On prend son pied de pilote, et sur le ton de la plaisanterie, je ne vais pas la rater, et on prend un pied de pilote avec une grande chaussure de clown, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que là, on est en jeu virtuel, et donc du coup, un pixel, c'est un pixel, quoi. Hein, voilà.
Et Oui, voilà. puis c'est quand même extrêmement difficile de remonter au classement. Et, Là, je vois, je lutte pour grappiller. Il faut vraiment jouer un peu avec le cap qu'on a pour gagner un petit peu de vitesse. Mais c'est vraiment compliqué. Et ah je oui. comprends la colère. J'ai senti combien Joran il était déçu tout à l'heure parce que une fois qu'on a perdu un peu, eh ben, pour revenir, je ne suis C'est pas un cher payé, ouais. spécialiste. Oui, je pense qu'il va falloir attendre la remontée pour essayer de trouver peut-être une route Bah, qui c'est comme permettra de s'en sortir. je lui ai répondu, je sais pas si tu as vu, hein, mais je lui ai dit, bah, écoute, on n'a pas fait la moitié, on n'a pas fait la moitié, il y a encore la remontée. Exactement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est vrai que là, on est parti, l'océan Indien, le Pacifique. Normalement, Jean, tu vas pas me dire le contraire, mais si on prend la dépression, on part avec maintenant et puis on la suit, quoi. Ben, Et puis oui, si on la rate, ben, on l'a raté. ce qui se Et passe, c'est vrai que oui, ce qui se passe, moi je suis dans le deuxième paquet là derrière vous. Bon, ben, j'ai encore 25, 27 nœuds devant, ça va. Ceux qui vont tomber dans le trou de derrière, ça va être pire. Oui, tu as raison. Bon, là actuellement, il faut longer, il faut essayer d'aller, pas faire de bêtises, d'aller jusqu'au Cap Horn. Et après le Cap Horn, il y aura de très grosses et options voilà. dans la réalité. Donc elles seront sur Virtual Regatta également. Rappelons-nous quand même que quand l'ami Armel gagne il y a 4 ans, au Cap Horn, il a 800 000 d'avance sur Thomson, ouais. Cobos, sur Alex Thompson. Et à l'arrivée, il y a 8 heures ou 10 heures. Bon, encore. Mais bon, comme dit Vincent, ouais, après le Cap Horn, ça va tactiquer sérieux. Alors Ah bah peut-être oui. que là, il y a peut-être aussi, là, peut-être pas besoin de descendre qu'au Kerguelen, là, on peut peut-être couper en haut. Là, le groupe de derrière peut couper dans le haut. Non, je vois Ah, Vincent qui hoche la tête, il dit non. C'est peut-être pas le moment de jouer, de perdre son joker à ce moment-là. Ah oui, c'est toujours ça qui est passionnant. C'est est-ce qu'on prend des risques et on essaye de gagner quelques places, mais on risque aussi de tout perdre. Donc, bah, les Kerguelen, oui, je me suis posé la question. On en a parlé tout à l'heure sur le Discord. hmm. J'ai- Est-ce j'ai- qu'on tire tout droit ou est-ce qu'on descend un euh, peu, quoi? Ben, moi, tu sais que quand Bah, tu routes les vrais, les pros, là, à la réalité, il y en a qui descendront beaucoup moins. Certains vont aller chercher Kerguelen, vont voir passer en dessous, juste au-dessus, juste en dessous. Et puis le deuxième paquet, il va passer plus, pas complètement en ligne droite, mais il va descendre moins dans cette baie, cette baie. C'est pas une baie, dans ce grand territoire près des Kerguelen. Le deuxième paquet, là, il va pas y descendre, hein, il va passer direct. Direct. Pas tout à fait. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup de tenter les premiers, comme vous êtes tous accrochés les uns aux autres? Il n'y a personne qui veut tenter le coup de partir à gauche, quoi. ah bah là, tu sais ce que c'est, hein. Toi, tu as vu le Figaro, hein. On n'est pas à ce niveau-là, mais bon, ça marque, quoi. C'est du marquage aussi, hein. ah oui, Il y moi, a... je ne vous lâcherai plus. Je ne vous Ouais, c'est lâcherai ça. plus. En même temps, tu es dans le bon wagon, c'est du mal à essayer autre chose pour partir. Bah oui. Voilà. Oui, oui, c'est pas Donc le si on moment. lâche les adversaires qui sont juste à côté, c'est prendre du risque. Donc le pourcentage de risque, bah, est-ce que je mets 0% de risque et je suis, ou alors je décale un peu, je prends 10%, 20%, ou je fais autre chose et je prends 100% de risque. Et là, c'est le jeu. Mais c'est là que c'est passionnant. C'est là que on se régale. C'est-à-dire que Bah oui. Est-ce que on je prends une défend. heure de décalage et je mets peut-être 10% de risque et je me recale, je vois, enfin voilà quoi. Ah, c'est Et sûr encore, que c'est sûr oui, que oui. c'est pas dans le paquet. Pardon, c'est pas dans le paquet de tête qu'il faut jouer ça. Mais tu vois, quand tu Ah es dans bah les non, 50 000, 60 000, 40 000, tu peux tenter des trucs. À un moment, tu te dis, bon, ben, bon. voilà. Mais d'un autre côté, je rejoins ce que dit Vincent aussi, même quand tu es 60 millions, tu n'aimes pas passer 61 000. Comme j'aime bien me lever le Exact. matin, si je suis 58 et quand je suis 56, 57, eh ben, par contre, si tu prends que dans la nuit, tu en as pris 2000, bon. Oui, d'ailleurs, c'était démoralisant au début de la course. Enfin, quand on est descendu, quand on faisait la descente, c'était démoralisant parce que ceux qui avaient pris beaucoup plus à l'est, ils avaient un classement qui était bien meilleur que nous. Et nous, notre Oui, classement, on a chuté. Il y a des moments, on était 30 000, 40 000. Enfin, on était 30 000, je crois. On était Je très sais pas loin. si je suis pas descendu plus bas que ça, moi encore. Ouais. Et Ah ouais. alors qu'à l'Est, ils étaient dans les 1000 premiers. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir comment sont calculées les places. Est-ce qu'il y a ben, par rapport à une trajectoire idéale, par rapport à... Je ne sais pas. je pense que je ne vais pas trop avancer, mais je pense qu'ils font un peu comme la réalité, hein, comme sur le site, comme fait GeoVoile.
Un GeoWall, c'est l'organisme qui met en place la carto avec un système de balises, d'exploitation de balises. En fait, ils font courir un point sur l'avant de la route. Ils partent sur la route théorique, la route la plus courte, en fait. Hein. Donc, il est évident qu'à chaque fois, si on prend le départ, il faut aller chercher toujours 100 à 200 000 dans l'est de la pointe du Brésil, là près de Natal, hein, dans le haut du Brésil, à Natal. Et je pense qu'au départ, ils visent ce point-là. Et c'est par rapport à ce point-là qu'ils font le classement. Je pense qu'ils sont Virtual Regatta, mais il faudrait leur poser la question, marchent de la même façon. Alors, bon, maintenant, ça devient plus simple parce que la droite entre le Cap de Bonne-Espérance et Lewin, puis le sud de la Nouvelle-Zélande. Au sud de Nouvelle-Zélande, il y a un passage là où ça va passer dans un trou de 400 000. Donc là, ça va resserrer énormément. Donc, toute cette partie, de maintenant jusqu'au Cap Lewin, puis le sud de la Nouvelle-Zélande, puis le Cap Horn, en gros, c'est quasiment une droite qui prend la courbure du globe, bien évidemment. Mais les distances, si on prend une distance au Cap Horn, même là, elles ne sont pas très faussées. Alors que dans la descente, comme tu le dis très bien, je crois qu'à un moment, le premier Virtual Regatta, il était collé en Guinée, quoi. Oui, c'est ça. Il descendait le long du Sénégal et de la Guinée. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il ne visait pas un point près du Brésil, quoi. Il devait viser peut-être quelque chose au Cap de Bonne-Espérance. C'est peut-être un point qu'il visait, ce qui explique effectivement ce décalage qu'il y avait. Alors après, dans le paquet qui était vraiment en course, parce que moi, ceux de l'Est, même s'ils étaient dans les 10 premiers, bien sûr, personne n'y croyait. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, ces bateaux-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est entre le paquet qu'il y avait au centre, là, et le paquet qu'il y avait dans l'Ouest. On avait quand même 2 paquets là, qui se tiraient la bourre. Je me rappelle que Péric était bien dans le paquet d'Ouest. Et dans le paquet Est, où il y avait quelques ténors quand même, qui sont bien tirés la bourre pendant un bon moment. Ça a amené de la discussion, là aussi, c'est intéressant. Oui, et ça sera la même chose, je pense, quand on aura fini notre grand sprint jusqu'au Cap Horn. Après, la remontée, on prend des systèmes à l'envers, quoi. Alors, on n'est pas au portant, par contre. Hein, ça remonte quand même. On essaye d'éviter le près, mais pour le coup, on a les mêmes systèmes à éviter, quoi. On a Sainte-Hélène, on a le poteau noir dans l'autre sens à remonter, quoi. Voilà. Ouais. Et après, il faut souvent faire une petite boucle vers le haut pour revenir oui, mais tu vois, en Vendée. On parle déjà de la remontée, mais après l'équateur, tu vois, selon les gens qui arrivent dans le premier paquet et qui vont chercher la courbe habituelle de passer très large pour arriver aux Açores par l'ouest des Açores, une courbe qui part dans l'ouest vers les Açores. Et ceux qui sont en retard peuvent très bien arriver pratiquement entre Madère et les Açores, quoi, couper un peu. Couper le fromage un peu, oui. Oui, tu as l'arrivée aussi par le haut. Hein. Dans la réalité, il y a 4 ans, Armel Lecléache arrive par le nord. Hein. Il arrive par l'Irlande. Hein. Il arrive quasiment par le sud de l'Irlande. Et alors que d'autres arrivent plus tard, une semaine après, les gens arrivent par le golfe de Gascogne. Donc, c'est ça, ouais. Non, rien n'est joué. Hein. Rien n'est voilà. joué. D'ailleurs, Joran arrive. Tiens. On a notre… On va pouvoir le consoler. Oh oui, oui. Et du coup, Jean, en attendant, j'avais une question. Toi qui étais sur le Vendée Globe il y a 4 ans au niveau du départ, là. Oui. Là, j'ai vu que Louis Burton, qui a volé le départ, il prend une pénalité de 5 heures, hein, c'est ça? Oui. Et ma question était, il y a 4 ans, c'était pas la même règle? Non, il y a 4 ans, c'était pas la même règle, non. Ouais, il me semble qu'il devait faire demi-tour, non? Il va passer la ligne. Il est connecté Il est en train de se connecter, Joran. On t'entend? Joran, tu nous entends? Allô, allô? Oui. Ah. On a le son, léger, pas très très fort, mais Moi, j'entends bien. Je l'entends. Ah, le voilà. Ah, ça y est. Bonsoir, Joran. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, Joran. Je ne sais pas si vous vous connaissez, Jean et Joran. Pas du tout. Pas du tout. On s'est peut-être croisés sur des courses, mais du moins, on ne se connaît pas personnellement. Bon, Péric, je te laisse faire les présentations. D'accord. Alors, Joran, Jean. Donc, Jean est président de comité de course régulièrement. Tu as dû peut-être le croiser sur des courses de J80 ou sur des grands prix de l'école navale, peut-être. C'est possible, ouais, parce que j'en ai fait plusieurs des grands prix, ouais. Voilà. Et puis, Joran, autrement, je te laisse te présenter si tu veux.
Oui, ben moi je suis régatier un petit peu sur J80, notamment depuis que je suis avec la sélection voile gendarmerie, parce qu'on a monté une équipe. Voilà, après j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai navigué sur Open 570, sur Figaro, voilà, sur un peu tous les supports. Et c'est vrai que depuis que je suis rentré dans la gendarmerie, je navigue beaucoup moins. Donc, je profite de l'occasion de pouvoir naviguer avec la gendarmerie pour remettre un peu le pied sur le bateau et faire de la compète. Sinon, autrement, bah, je suis beaucoup sur Virtual Regatta. Beaucoup, beaucoup. Pour compenser. On va y revenir tout à l'heure. Et Jean, je crois que tu avais donné le départ du Vendée Globe il y a 4 ans. Alors moi, j'étais adjoint du président du comité de course sur le départ il y a 4 ans, oui. J'ai vu que Périg avait mis une petite vidéo aujourd'hui. Quelqu'un a répondu, mais c'est normal. Quelqu'un a répondu que c'est normal qu'il y avait du brouillard parce que ça avait dû chauffer dans ma tête. Mais cette année, cette année, j'y étais pas. Cette année, j'y étais pas. J'y étais il y a 4 ans, ouais, avec Christophe Gaumont, qui est le président du comité de course, qui est le ténor de notre arbitrage, qui est un arbitre international, Christophe. Et j'étais avec lui il y a 4 ans, où je faisais le décompte VHF. Et non, cette année, j'y étais pas. Donc avec Joran, moi, j'ai vu l'autre jour dans la dernière vidéo de ta présentation, je pense qu'on s'est croisés parce que j'ai effectivement arbitré pas mal de J80, un peu d'Open aussi, puis les Figaro. Et j'ai vu que si je me trompe, hein, c'était bien toi qui t'es occupé des Figaro au Côte d'Armor. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Je m'occupais du team Bête Saint-Brieuc. Enfin, je m'occupais, je faisais un peu de préparation, et notamment la préparation du team Bête Saint-Brieuc, la Figaro 2011. Ouais, ouais. Donc des gens que j'ai bien connus. Moi, j'ai pas fait celle de Mion, mais bon, que j'ai bien connu par ailleurs. Donc voilà. Donc on s'est certainement croisés, mais les comités de course, on s'en rappelle beaucoup moins que les jurys. Les jurys, on s'en rappelle si on passe au jury, mais le comité de course, ça donne le départ, ça fait l'arrivée. Je vais répondre à la question de Péric. Vas-y, repose ta question que Joran est arrivé. Ouais. Je vais répondre Ouais. après. Alors, ma question, justement, c'était de revenir sur le Vendée Globe et le départ, justement, que cette année, effectivement, on a vu Louis Burton sur Bureau Vallée qui a coupé la ligne trop tôt et qui s'est fait affliger d'une pénalité de 5 heures. Hein, c'est ça, hein. Oui, tout Et à donc, fait. il a été obligé de faire une boucle et de revenir, en fait, quoi, Ouais, et de perdre 5 heures, quoi. Pour une question de sécurité, je suppose. Enfin, voilà. Et il me semble qu'il y a 4 ans, en fait, il y a eu ce même scénario, si on veut, un bateau qui coupe trop tôt, mais par contre, il n'y a pas eu cette pénalité, quoi. Tout à fait. Alors, ce qui se Alors, passe, la Jean, si tu peux différence. nous expliquer, quoi. Oui, la différence avec 2016 et l'édition 2020. Alors, la particularité pour les non-spécialistes, hein, sur un départ, en règle générale, les règles habituelles, quelqu'un qui vole le départ, il revient, il répare sa faute. Sur le Vendée Globe, donc il y a 4 ans, c'était comme cela, comme sur toutes les courses à la voile, de l'optimiste à l'IMOCA, les règles s'appliquent, les règles de course à la voile sont les mêmes, un peu modifiées bien évidemment selon les supports. Donc dans le Vendée Globe 2016, il y avait 3 bateaux de mémoire qui avaient volé. Ces 3 bateaux avaient été rappelés par VHF de suite dès le départ, dans les 20, 30, dans les quelques secondes après le départ. À la VHF, on avait annoncé les bateaux qui avaient volé le départ. Et donc ils revenaient, ils reprenaient le départ, comme sur toutes les courses. La règle a changé cette année pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'un bateau, déjà au niveau de la manœuvre, ne revienne et recroise la flotte. Ça se fait sur quelques épreuves. Moi, je le fais sur sur d'autres épreuves. Donc ici, c'est écrit dans les instructions de course, hein, qui est le document qui définit les règles que doivent s'appliquer les concurrents. La pénalité pour un départ anticipé, un départ volé, était de 5 heures. Et cette pénalité devait être effectuée avant la latitude de mémoire, c'est dans les instructions de course, mais de mémoire avant le 5 degrés nord. Ce en quoi, arrivé à cette latitude de 5 degrés nord, Louis Burton a pris contact avec la direction de course, hein, qui assure une veille H24 depuis les Sables d'Olonne où est installé le PC course, a pris contact avec la direction de course qui lui a dit « Ok, tu y vas ». Il a commencé sa pénalité et 5 heures après, il a repassé ce point, il est repassé par le même point. Donc, pour parler de Louis Burton, d'ailleurs, il a eu 2 pénalités. Il y a d'autres pénalités qui ont été beaucoup moins commentées, évidemment, dans la presse. Il a eu une pénalité de 2 heures pour ne pas avoir envoyé. Alors là, de sa part, c'est une faute, hein, comme une autre, mais il n'a pas envoyé le soir du départ. Le soir du départ, les concurrents devaient envoyer à la direction de course, avant 22 heures, je crois, la photo
du plombage de leur arbre d'hélice. C'est-à-dire Ah que oui. quand on l'arbre d'hélice qui est plombé, c'est un lashing, hein, qui passe dans l'arbre d'hélice. Bon, ça leur empêche d'embrayer, de mettre un moteur. Ils mettent le moteur en route, bien évidemment, pour charger les batteries, pour avoir de l'électronique, mais ils ne peuvent pas embrayer. Donc, ils doivent envoyer la photo de leur embrayage plombé. Et Louis Burton n'a pas envoyé cette photo. Ils étaient deux, je ne sais plus quel autre. Et donc, Ça serait pas MACSF? Non? peut-être, il a eu une pénalité de 2 heures. Non, je sais pas. Depuis, il y a d'autres pénalités. Alors, pour ceux que ça intéresse de suivre cette partie sportive sur le site de l'épreuve, hein, sur le site Vendée Globe, à droite, en haut à droite, dans la partie menu, là, il y a un moment, vous voyez une rubrique qui est marquée skipper, quelque chose comme ça. Il y a un moment, il y a marqué documents. Et quand on clique sur cet espace documents, on a accès à tous les documents qui vont vers les concurrents, documents officiels. Et là, lorsqu'on descend après dans la partie gauche sur l'écran, on a la partie comité technique, on a la partie comité de course et on a la partie jury. Et on voit les pénalités qui ont été infligées aux concurrents pour l'instant. Je crois qu'il doit y en avoir 3 ou 4. Et c'est là qu'on verra apparaître la décision du jury, comme je parlais tout à l'heure, sur la réparation qu'accordera le jury aux 4 bateaux qui ont porté assistance à Kevin. Alors, sur les 4 bateaux qui ont porté assistance, ben, il y en a un, malheureusement, ça ne lui servira à rien d'avoir sa réparation, c'est Sébastien Simon, hein, parce qu'il vient d'abandonner aujourd'hui. Il était un des 4 concurrents qui avait apporté assistance à Kevin Escoffier. Donc lui, il abandonne. Donc, mais les autres auront une réparation, ce qu'on appelle une réparation, qui va être un temps. Alors là, à l'inverse, quand tu as une pénalité, tu t'arrêtes, tu l'as fait. Et par contre, le temps, ben, ça sera jugé à l'arrivée au Sable d'Olonne. Il va falloir regarder l'heure d'arrivée de chacun et rajouter le temps que va leur accorder le jury. Ouais, c'est vrai que ça ne doit pas être simple comme calcul, hein, parce qu'effectivement, on en parlait, nous, on voit bien que même sur le jeu, quand on lâche un peu le système météo, on lâche un peu le paquet, quoi. Donc, effectivement, on peut perdre, je ne sais pas, 5 heures, 10 heures, mais on perd aussi tout le système météo qui va derrière, quoi. Donc, je ne sais pas comment c'est calculé, en fait, quoi. Ben, ça va être calculé par. C'est en cours. C'est en cours. Ça ne va pas se faire comme ça. Faut pas se précipiter. Ils sont en train de travailler sur le dossier. Donc, il y a d'une part la direction de course. Il y a les concurrents qui vont apporter leurs traces, qui vont aussi demander leur réparation. Puis il y a la direction de course avec la cellule météo qui va reconstituer à partir des traces et de l'instant T. Il a été arrêté à telle heure. On l'a dérouté à telle heure. Il a repris sa course à telle heure. Où aurait-il été rendu s'il avait continué sa course à la vitesse qu'il avait, et ainsi de suite. Et le jury va statuer. Ce ne sera jamais parfait. Et il y a un deuxième cas qui va être encore aussi pour Jean Le Cam, parce que lui, c'est encore un peu plus compliqué. Il n'est plus en solitaire. Bon, ça, là-dessus. Mais il consomme un peu de nourriture supplémentaire, parce que le Kevin, il mange quand même. Il n'est pas jeune. Ensuite, ils ont consommé du gasoil pour porter assistance. Donc, il y aura peut-être un arrêt aussi pour redéposer Kevin. Eh ben, on peut penser là, si ça je ne suis pas dans les secrets, hein, je ne suis même pas informé particulièrement, je ne sais pas plus que vous, mais on parle beaucoup de la frégate Nivose de la Marine nationale, qui il y a déjà 4 ans avait filmé Armel Lecléache et Alex Thompson. Hein, vous vous rappelez des vidéos qui avaient été tournées par le Nivose. C'est une frégate de la Marine nationale qui est basée à La Réunion et qui fait des missions Kerguelen, on appelle les missions des TAF terrestrales. Elle va au Kerguelen, elle va à Crozet, elle fait de la surveillance des pêches, donc c'est déjà un bon bateau, hein, doté d'un hélicoptère. Et il y a 4 ans, c'était, je dirais, prémédité, ça avait été programmé. Ils avaient même mis un caméraman de l'organisation à bord en partant de La Réunion, donc c'était prévu. Cette année, je ne sais pas si quelque chose était prévu, en tous les cas, elle est là. Et elle va porter, vraisemblablement, c'est elle qui irait prendre, il y aura un transbordement de Kevin Escoffier depuis le bateau de Jean Le Cam sur le Nivose, si ça se précise comme c'est actuellement, ça a l'air de se faire. Mais là aussi, il n'est pas impensable que la frégate donne du gasoil, parce qu'il en a quand même consommé, et de la nourriture à Jean Le Cam. Or là, c'est encore une décision de jury et d'organisation, parce qu'on n'applique plus évidemment le règlement. Là, il est un peu modifié. Mais évidemment, on ne peut pas laisser Jean Le Cam continuer et arriver au milieu à 4 jours des Sables d'Olonne, ou avant, de ne plus avoir de gasoil pour faire tourner son énergie, pour avoir de l'énergie électrique, et puis de nourriture, même si ils n'auront été que 2 pendant 7 jours, mais tout est calculé au plus juste au départ. Hein, lorsqu'ils sont partis des Sables d'Olonne, peut-être pas Jean Le Cam, peut-être pas, parce que
Jean, c'est quand même un grand. Ils sont tous des grands marins, mais je veux dire, Jean a peut-être une autre approche. Mais certains sont partis, je suis sûr, limite de nourriture et limite en gazole. Ça, c'est certain. Et on peut, et puis il y a, et si tout se passe bien, et si on arrive à récupérer Kevin avec la frégate Nivos, quoi, parce que si la condition météo se va pas, je sais pas comment que c'est organisé, quoi. Tu vois, parce qu'après il y a plus grand monde. Hein. Ah oui, mais bon, ça, ils le feront, ils mettront un Zodiac à l'eau. Bon, ça se fera. Mais après, pour revenir à la course et parler, on va pas, je voudrais pas m'étendre, c'est peut-être pas l'objet d'ailleurs mais l'arrivée au Stade d'Olonne, il va falloir, alors ça marchera pas en virtuel, ça, malheureusement, Péric, si tu arrives 2000e ou 2100e, on va pas te mettre 5 minutes de réparation ou 2 heures par rapport à tes petits copains, mais si à l'arrivée au Stade d'Olonne, ça se joue à une poignée d'heures ou à 5, 6, 7 heures, le classement ne sera pas le classement de passage de la ligne d'arrivée. Ah oui, c'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, c'est pourquoi maintenant sur les courses, les transats ou autres, même là l'exemple, les pénalités sont effectuées au large. Dès que le jury a connaissance de la faute, la pénalité qui est donnée par le jury est effectuée en mer, à des latitudes ou des longitudes qui sont prévues à l'avance, pour éviter, ça s'est passé malheureusement sur une transat en Figaro, où le premier en arrivée en Martinique a été déclassé 4 jours après et est passé 3e d'abord qu'il avait été premier. Au moins, ça est plus clair pour le classement, quoi. Et surtout plus clair pour le grand public. Parce que oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Notre sport est déjà un peu compliqué quelquefois, que le premier qui passe la ligne ne gagne pas. Bon. Merci Jean pour toutes ces explications et de nous faire rentrer au cœur de ce qui se passe chez les jurys. Moi, j'ai une question. On est entre nous, hein, personne ne l'entendra. Est-ce que tous les jurys jouent à Virtual Regatta? Est-ce que vous êtes nombreux parmi les jurys à jouer à Virtual Regatta ou tu es l'exception? Mais je pense non, mais j'en sais rien. Donc, dans les arbitres, tu dis, hein, parce que comme dans les arbitres, oui. Dans les arbitres en général, si, certainement. Sur le nombre d'arbitres que nous sommes, d'arbitres qui pratiquent la voile, d'arbitres, si, il y en a énormément. Je ne pourrais pas te dire combien, moi je n'en connais pas, mais, sur des pseudos, personne ne court sous son vrai nom quasiment, hein, sauf des professionnels. Donc, mais il y en a certainement. On est tellement passionné par tout ce qui touche à la voile et à la compétition qu'il y en a certainement. On verra peut-être apparaître une team d'arbitres dans la prochaine édition. Ben, il n'y a pas une team effet voile, mais j'ai vu qu'il y a un bateau effet voile, j'ai vu ça quelque part. Oui, il y a un bateau effet voile. Et il participe à beaucoup de courses. Hein. Ouais. Ah oui. Et Joran, alors, toi, tu nous as rejoint au cours de l'émission. Alors, on parlait de toi tout à l'heure, on avait un peu mal pour toi parce qu'on a vu ta petite mésaventure de cet après-midi. Toi, tu étais en tête hier soir au classement et cet après-midi, vers 14h, patatras. Ouais, je suis un peu le grand perdant de la journée, je pense, avec Nico. On a mordu la zone. Donc, on s'est retrouvé. Nico l'a mordu un peu plus longtemps que moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu la mordre, mais d'après la trace, à peu près, je pense, une petite demi-heure. Mais du coup, j'étais à côté de Fabien et je me retrouve derrière tout le gros paquet. Donc, je suis à 1 heure de lui là. Et, ça pardonne pas du tout. Pas du tout de rentrer dans cette zone, quoi. Donc, il faut s'en méfier. J'avais donné le conseil la dernière fois de ne pas mettre son pilote auto à côté de cette zone et j'ai même pas écouté moi-même mon conseil. J'ai mis mon pilote auto à côté de la zone et le vent a changé. Je me suis retrouvé dedans. Voilà. Donc, c'est un peu décevant, surtout que je me donne à fond depuis le début. J'essaye vachement de suivre tous les fichiers qui tombent. On était dans les 1500 premiers, donc ça, c'est encourageant. Maintenant, quand on perd comme ça 1500 places d'un coup en une demi-heure et qu'on se retrouve à 1 heure derrière les copains et que là, ça va être le petit train pendant plusieurs jours, ça va être dur de remonter. Enfin, ça va même être dur de se maintenir parce qu'ils vont avoir le système météo, je pense, favorable pour eux devant. Donc, c'est un peu dur, mais la course, elle n'est pas finie. La course n'est jamais finie avant que la ligne soit passée. Donc, je me donnerai à fond jusqu'au bout. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc là, tu es actuellement, je regarde le classement, tu es 2678e. C'est ça, ouais. Et quand on met ça en rapport des 960 000 participants, c'est quand même… Ouais, alors effectivement, c'est quand même un chouette classement. Moi, mon Ouais. objectif, ce que je disais la semaine dernière, c'était d'être quand même dans les 2000 premiers. Donc, je suis pas très loin de cet objectif-là. Après, vu la course que je mène depuis le début, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller chercher un top 1000. Et c'est ce que fait Fabien actuellement, hein. Il me semble qu'il est 900e ou 800e. Ok. Il Fabien, dit, c'est FX. FX. Ouais, FX. Je sais pas si je l'ai pas vu 600 et quelques tout à l'heure. 609e, il est. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, sachant qu'on se bataillait depuis au moins une grosse semaine l'un contre l'autre à se passer devant, se repasser devant. Bon, voilà, le classement fait un peu mal ce soir, mais bon, je vais rebondir et puis en espérant trouver une petite opportunité de revenir. Et Fabien, je crois qu'il est juste derrière Matt Johnston, et c'est pas lui qui avait gagné la dernière édition virtuelle. J'ai pas le. Il me semble que c'est quelque chose comme ça en Ouais, il me semble que Johnston, c'est lui. mais j'ai plus son nom là. Non. Voilà. Pardon, je t'ai coupé, Jean. Non, je t'en prie. Moi, j'ai regardé en même temps. Là, j'étais en train de regarder sur mon téléphone en même temps. Mais je regardais Joran, oui. Et ça va. Je vois Armel est 12 millième. Donc, il y a grand coureur derrière toi. Hein, il y a pas de… Armel Lecléache, quand même, Ouais, le vainqueur. il y a pas de… Oui. 12 millième. Et puis, il y a Péric que je regarde. Et Péric, il est juste devant toi, là. Donc, À la voilà. faveur à la faveur de la porte des glaces, quoi. Ouais. Parce que ça fait un petit moment que je cours derrière vous, là. Alors, moi, j'ai une question, Joran, que je posais un peu à Péric tout à l'heure. Moi, je Ouais. suis pas du tout un spécialiste. C'est mon premier. J'ai dû faire un virtual regatta avant, et encore, je ne sais même pas si je l'avais fini. Donc, c'est vraiment mon premier virtual regatta. Je suis pas un spécialiste des jeux électroniques non plus. Donc, je fais ça par passion, par ma passion de la mer, parce que ça a toujours été ma passion. Et après l'arbitrage, bon, bref. Mais la question que je posais à Péric était un peu, pas provocatrice, mais qui était quand même, pourquoi vous allez flirter à bordure de zone interdite, alors que si vous prenez un pied de pilote, alors je lui prenais l'exemple, je te vois sourire, toi qui as beaucoup navigué et qui a beaucoup été de prendre le pied de pilote et pas avec une petite chaussure, que la grande chaussure de clown, vous prenez une marge de 2 ou 3 000 par rapport à la zone. Ben, parce que j'essaye d'être au mieux sur mes réglages, d'être un demi-nœud de plus que le copain. Et en fait, cet après-midi, bon bah voilà, avec le boulot, c'était un peu compliqué. J'ai pas pu me connecter dans l'après-midi et je pensais pas du tout que ça allait se modifier dans la journée, vu les prévisions que j'avais regardées. Et c'est en me reconnectant à 17h30, à la petite douche froide. Mais effectivement, ben, des fois, il faut prendre des risques pour essayer de grappiller quelques places. Et notamment, moi, je me bataille avec FX, donc j'essaie de le passer. Et bah, si on prend pas des risques, ben, on peut pas essayer non plus de grappiller des places. Mais bon, on peut aussi en perdre beaucoup. C'est très bien. C'est le jeu, c'est un jeu. Oui, c'est le jeu. Non, ta réponse me convient parfaitement. C'est exactement ce que disait Péric tout à l'heure. Et alors moi, tu vois, comme je suis 62 205e, là, je pense que si je veux être 60 000 demain matin, il faut que j'évite, parce que ce soir, j'arrive dans le coin nord-est de la zone. Il faut que j'évite de le couper cette nuit, parce que sinon, demain matin, je vais me réveiller, je vais être 80 millième, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si tu es en VIP ou en full pack. Ah non, je suis en rien, lambda. Le marin lambda sur un IMOCA lambda avec aucune expérience. Donc moi, j'ai mes 2 waypoints. Ouais, bah déjà, c'est pas mal parce que moi aussi, j'ai que 2 waypoints. Et donc, je me suis réveillé 2 fois cette nuit pour les déplacer à chaque fois. Pour essayer de me réveiller le moins possible aussi. Mais je pense qu'avec 2 waypoints, le passage nord-est de la zone est largement faisable. Ah oui, ça avec 2 waypoints, je vais l'assurer sûrement. Non, moi j'ai je pense qu'on est plusieurs, d'ailleurs sur les 900 000, on doit être quand même plusieurs milliers, dizaines de milliers. J'ai le truc standard avec, pour avoir les voiles automatiques, tous les 24 heures, je me remets mes voiles automatiques. J'ai le truc de base, le truc du base du néophyte, quoi. Hein. Bah, je te rassure, je suis exactement pareil, sauf que moi, bah, comme je joue beaucoup, j'avais accumulé des crédits, on va dire, sur le jeu, et j'ai pu me payer toutes les voiles et tous les accessoires, les foils,
etc. Mais par contre, je suis comme beaucoup, j'ai pas les voiles auto, j'ai que 2 waypoints, 2 régulateurs. Voilà, Ouais. Je sais mais pas de c'est ça régulateur. qui rend le jeu intéressant. Oui, Parce que oui, oui, si on a bien sûr, 15 waypoints, bien sûr. bon, à un moment donné. Moi, j'ai pas de voile automatique non plus. Non, alors par contre, quand on s'inscrivait, je sais pas si Vincent, qu'est-ce que tu as mais on avait la possibilité d'avoir le foil en s'inscrivant dès le début. Hein. C'était dans les 2500 points qui étaient accordés, on avait Oui, le oui, patron oui, avait oui, le oui, foil. c'est ça. Ils offrent des points et qui correspondent à peu près normalement à un accessoire. Moi, pour ma part, j'ai tout pris. J'ai le pack VIP. S'il y avait eu un VIP plus, je l'aurais pris aussi. Je voulais, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et Tu as bon, bien fait, tu as bien fait. j'ai bien fait, j'ai bien Ouais, fait. c'est Et, bien. bon, les waypoints, j'utilise pas parce que j'ai pas encore compris complètement. Mais les voiles, tout ça, tout se fait tout seul. Et pour moi, c'est un soulagement. Et par contre, ce que je voulais dire, j'ai trouvé ça super aujourd'hui. Enfin, depuis on est dans la zone d'exclusion là, à proximité, tout le monde s'échange. Dès qu'il y en a un qui passe la zone, tout le monde, il y a des petits messages qui apparaissent. On demande à prévenir les gens par téléphone, par WhatsApp, par SMS. Et il y a ce petit côté entraide tous ensemble qui est formidable aussi, quoi. Donc, Bah, Ah, écoute, c'est le but de la team, ouais. Ouais. ouais, c'est c'est ça. ça. Et en plus, pour toujours dans ce sens-là, cette semaine, on a eu un heureux événement sur Oui, c'est vrai. le. Oui, c'est comment il s'appelle C'est Rome BZH 56. Voilà. Voilà, Romain qui travaille avec moi hein, au quotidien, on est dans la même caserne, et qui est devenu pour la 2e fois papa cette semaine. Voilà, et qui Donc était à la maternité avec il était à Virtual la Regatta. maternité. Voilà, c'est ça. Et il me demandait des conseils pour éviter de faire trop de place le temps qu'il soit à la maternité. Ouais, bah, ça sera un futur concurrent. Hein. Bah, Non, écoute, non, il et aurait puis pu. il se débrouille bien. Ouais, ouais. Ouais, autrement, il te prête ses codes. Alors c'est Nico, qui alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors il doit partir avec le boulot et doit prendre l'avion et donc je sais plus comment il m'a dit ça, mais il me semble que il y a un moment donné où il pourra pas aller sur Virtual Regatta pendant 12-15 heures quoi. Donc et il m'a dit si je suis bien classé, il faudra que je donne mes codes à quelqu'un. Voilà. Ça se négocie. Je pense que d'ici quelques temps, il y aura une étude qui sera menée sur l'impact de Virtual Regatta sur l'économie française, parce que tout le monde s'arrête un peu de temps en temps pour jouer. Donc, non, je plaisante bien sûr, mais Oui, c'est addictif. Je reboucle sur ce que tu dis là en parlant d'économie, ce dont je parlais quand on a débuté notre petite réunion, sur donc Joran la connaît peut-être, la lettre Tip and Schaff. Je ne sais pas si tu reçois cette lettre. La lettre Tip and Schaff, c'est une lettre qui paraît tous les vendredis. Tu reçois, toi, Péri? Oui. Oui. Et donc, c'est une lettre qui paraît, c'est une lettre de la voile, hein, c'est fait par des spécialistes, hein, des journalistes de voile. Le patron, c'est Pierre-Yves Lautroux, qui est un ancien journaliste de l'Express qui a couru en classe 40. Donc, ça s'appelle Tip and Schaff. Il diffuse une lettre électronique tous les vendredis qui parle de la course. Évidemment, elle ne parle pas de. Alors, il y a des dossiers, tous les semaines, il y a un dossier. Hein. L'autre jour, c'était sur l'IMOCA, dossier sur le Vendée, dossier sur toutes les grandes courses. Et ils font des podcasts avec des coureurs. Ils font des vidéos aussi. Bon, ils font des choses pas mal. Et aujourd'hui, le sujet principal, c'est sur Virtual Regatta. L'engouement du jeu, donc 950 000 personnes, le double de 2016, plus du double. Alors, lié pour partie un petit peu, comme je disais, avec la crise sanitaire, le confinement, donc déjà ça a apporté un peu plus de monde. Ils ont fait beaucoup de courses, hein, et 15 salariés quand même pour faire ça, pour faire Virtual Regatta, 15 salariés, et ils parlent de l'économie et leur façon de fonctionner autour de ce jeu Virtual Regatta. Très intéressant. Oui, bah. Et puis ils vont recruter, hein. Ils vont recruter encore, d'après ce que j'ai lu là, ils vont recruter encore une dizaine de salariés. Oui, et puis ils cherchent des locaux. J'ai vu qu'il y avait une annonce quand on se connectait, ils cherchaient des locaux plus grands. Et ce que je te disais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure avant que Joran arrive, c'est que donc dans cet article, là, si vous le lisez, on peut peut-être mettre un lien pour que ceux qui veulent le lire. C'est une ouverture vers les Jeux Olympiques aussi. Ils sont en contact avec avec World Sailing ou quelque chose comme ça pour faire quelque chose pendant les JO. Donc si ça débouche sur ça, là, ils ont une ouverture, c'est énorme, quoi, hein. Déjà, moi
si je peux parler de Virtual Regatta Inshore, sûr. que je connais beaucoup plus, on est déjà en lien avec World Sailing où on a le championnat du monde. Donc tous les ans, Virtual Regatta est en partenaire avec ça. Et là, cette année, il y a de nouveau eu le championnat du monde. Donc, alors, je ne sais pas comment il fonctionne, si c'est... je m'y connais pas forcément assez sur World Sailing, mais du coup, on navigue... Enfin, c'est vraiment sur le site World Sailing, ils parlent de Virtual Regatta et inversement. Ah oui, oui. Ouais. Mais il y a de l'inshore sur toutes les grandes compétitions. Hein. Je sais plus sur les épreuves de World Sailing, comme tu le dis, oui, oui. Donc Joran, hein, il faut t'entraîner pour représenter la FCD lors des prochains Jeux Olympiques. Bah oui, je m'entraîne tous les mercredis déjà avec l'équipe de France. On a notre championnat à nous. Et non, c'est bien prenant entre le Vendée Globe et les entraînements sur Virtual Regatta Inshore. Mon planning est bien booké. D'ailleurs, on peut te retrouver le mercredi soir souvent sur la chaîne de Yann CTV, ouais. Yann CTV sur Twitch. Ouais, ou alors la chaîne. Alors, je sais pas s'il l'a mise en lien, mais peut-être bien la chaîne MCES également. Oui, parce que maintenant, ils ont une émission hebdomadaire, je crois. Ouais. La team MCES. Donc, en fait, il diffuse notre manche, enfin nos manches, parce qu'on en court 5 ou 6. Et lui, il est au micro pour argumenter un petit peu notre façon de jouer et puis voilà, expliquer tout ce qui se passe. Alors, sur les inshore, c'est des épreuves qui durent comme dans la réalité, une quarantaine de minutes? Non, beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Ça va durer maximum 10 minutes sur des courses où le parcours est un peu plus long. Mais non, en général, c'est entre 5 et 10 minutes. Et donc, en instantané, tu as tes manettes, ton joystick ou ton clavier, tu bordes, tu choques, tu abats, tu reloffes, tu enroules ta bouée. C'est ça, on envoie les voiles, on joue avec les ados, les refus, toutes les règles qui existent à la voile en course. Et puis on peut être jusqu'à 25 sur certaines courses. Alors, comment ça se passe? Un exemple, je sais pas, tu touches une bouée, par exemple, tu touches une marque, comment ça se passe? Tu es pénalisé, Alors, tu t'arrêtes, ton bateau s'arrête? Alors, ouais, il y a un moment donné, on faisait les 360 et les 720. Ouais. Et là, ils ont fait une formule plus simple pour le grand public, on va dire. Chaque pénalité, c'est un ralentissement de 10 secondes. Ah oui. Donc, on va en fonction des bateaux, il y a un pourcentage, je pense, qui est pris en compte. Et on va beaucoup moins vite pendant 10 secondes. Mais non, il y a vraiment toutes les règles. C'est très, très réaliste. J'invite les gens à essayer parce que c'est vraiment prenant et puis il y a un très, très bon niveau. Très, très bon niveau. Ouais. Et discipline dans laquelle tu brilles, d'ailleurs, Joran. Bah, je brille, oui. Enfin, oui. Allez, vas-y, donnez-nous le classement. Là. Moi, vous me mettez en haleine. Là. C'est quoi qu'est-ce que tu non, fais? j'ai fini donc troisième de notre championnat de France à nous l'année dernière. Et j'ai fini 70e du championnat du monde. Bravo. On était un peu plus de 10 000, il me semble. Bravo. Et tu les retrouves là sur Virtual Regatta? Oui, alors on a, j'ai pareil, j'ai le Discord FCD, j'ai le Discord e-Sailing France. Oui. Et sur le Discord, on retrouve tous les copains de l'équipe de France qui jouent à Virtual Regatta Inshore et qui jouent à Virtual Regatta Offshore. Et donc du coup, je joue contre et avec eux, quoi. Oh, d'accord. Donc là, tu les retrouves dans les 2000 qui sont avec toi là. Oui, il y en a, ils sont devant. Il y en a beaucoup qui sont devant. J'étais 4e du groupe qu'on est. Combien on est? On est une petite trentaine. Donc j'étais 4e du groupe et là, avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il y a un gros groupe d'une dizaine de personnes qui m'est passé devant. Oui, mais il y a toute la remontée après. Il y a voilà. les paroles de Cap Horn, il y a toutes les remontées après.
Et Joran, tu Ouais, vas ouais, passer non, par non, où? clairement. Tu vas passer par où, Joran? Le nord des Kerguelen ou le sud? Non, 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 non. Je vais Le passer par le sud. sud. Mon choix est déjà tout fait pour les Kerguelen. Il y a plus de vent, mieux orienté. Euh, pour moi, c'est un gros risque de passer au-dessus. Il y a moins de chemin, mais pour moi, c'est un gros risque. Ah, mais C'est un risque de perdre encore plus et je préfère essayer de limiter la casse, de pas être trop loin des copains et de m'en rapprocher un peu plus sur un autre système météo ou sur la remontée, plutôt que de perdre encore plus à essayer un gros coup qui va peut-être pas marcher, quoi. ben, c'est pas, je pense que c'est ce que disait Perry tout à l'heure. Oui. Dans le cas que les gens comme moi qui sont dans les 50 ou dans les bons, là, on peut tenter les coups, mais vous êtes tous, pour moi, les 2000 premiers, vous êtes ensemble, quoi, parce que d'ailleurs, il se passe une chose là-dessus sur l'écran. On ne voit, heureusement qu'on ne voit pas tout le monde, parce que dans votre paquet, là, on voit les premiers, mais vous en êtes très près des premiers. Vous êtes à quoi? Vous êtes à une trentaine de mille des premiers, là. Alors, on est à. Bah, moi, j'étais à 2h30 ce matin. Là, je dois plus être autour des 3h30, 4h, je pense. Mais ouais, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Mais il navigue très, très bien, sans erreur, sans bavure. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que nous, la moindre petite erreur, eh ben, tout de suite, on va prendre 10, 15 minutes. Et eux, pour l'instant, il n'y a aucune erreur. Ben, En pour tout cas, de l'instant, la c'est part vrai du premier, il n'y a que aucune erreur. moi, j'ai l'impression de perdre au fur et à mesure plutôt que de gagner, quoi. Ah ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que, C'est sûr. en fait, moi, je me rends compte qu'au final, on part à égalité et au final, la petite erreur, moi, je les cumule en arrière, en fait. Et j'ai pas le gain pour revenir, en fait. J'ai pas la manette pour revenir au contact, en fait. Mais je Et suis assez étonné. Le jeu est fait en sorte qu'on ne revienne pas si vite que ça, hein, et pas si facilement que ça. Parce que FX, Fabien a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Il a fait notamment, il me semble, plus de manœuvres que moi. Et pourtant, il était encore devant. Alors que j'allais toujours plus vite que lui sur des allures bien meilleures. Donc le jeu, c'est dur de revenir. C'est très dur de revenir. ah oui, 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 mais moi, bon, j'avoue que là-dessus, je maîtrise pas la gamme au-dessus du jeu, quoi. Donc, je suis à mon niveau là et je vois pas comment encore vraiment arriver à pas faire d'erreur. Déjà, j'ai pas le temps. Je prends pas le temps d'y être tout le temps. Ouais. Donc, j'y suis sur des heures et j'y suis pas tout le temps en fait. Donc, ça c'est sûr. Mais effectivement, comme tu dis, une fois que tu es parti devant, tu n'arrives pas à la récupérer. Tu as beau être un dixième, 2 dixièmes plus vite avec une meilleure angulation, finalement, on se retrouve des heures plus tard. Ouais, mais c'est ça, Avec- c'est c'est ce que j'ai constaté là dans le sprint qu'on est en train de faire. Je regarde systématiquement la vitesse des bateaux qui sont devant moi, notamment quand j'étais à la lutte avec Kinwana. En fait, pour gagner un peu de temps, il faut être en permanence présent et varier un peu l'angulation pour gagner 0,1 ou 0,2. Et il n'y a que comme ça qu'on peut grappiller petit à petit, mais ça prend du temps et il faudrait être en permanence. Il faudrait être en permanence dessus et c'est Euh, pas tenable. C'est pas tenable. Oui, mais je sais pas, je suis pas spécialiste, pas du tout un spécialiste comme vous, mais en vous écoutant, c'est un peu la réalité aussi. Sur une épreuve de 300 000 ou de 400 000 au large, en Figaro, je prends l'exemple d'un Figaro, c'est des monotypes, donc les mêmes conditions quasiment, et ben avec un 0 sine 8 et puis l'autre qui fait sine 6 ou sine 7, l'autre qui passe à sine 9, et ben au bout du temps, au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ce que tu dis, tu vois, tu pinailles, tu joues un peu avec ton angulation et tu passes d'un 21 nœuds 6 à 21 nœuds 7. Et alors, bon, moi, j'ai quelques questions. Est-ce que vous pensez, les gens qui sont dans les premiers, ou bien vous d'ailleurs, combien de temps ils y passent sur le jeu en moyenne? Ah, moi, j'ai aucune idée. Moi, j'ai mon expérience. Je peux répondre pour moi. C'est que Non, mais on ne peut pas demander. En gros, moi, il y a des gens. Moi, je passe le matin, je fais une analyse météo, je fais des routages, machin. Je passe bon, après, je ne peux pas m'empêcher, je suis un peu geek, malgré mon âge. Ah je oui. joue. Mais il y a des gens qui jouent 3 fois, ils bougent leur bateau 3 fois dans la journée. Ah non. D'autres qui bougent les bateaux 5, 6 fois, 10 fois. D'autres qui sont dessus en permanence, quasiment. Moi, je suis plutôt. Ouais. J'ai peut-être bougé une quinzaine de fois, quoi. Je sais pas. Ouais, moi c'est pareil. J'y suis le matin, j'y suis un peu le soir et
et parfois avant de me coucher. Mais sinon, entre-temps, ça suit les prévisions que j'ai vues ou que j'ai prises sur Zezo et puis je programme. Mais j'évite. Sauf quand j'ai un peu de temps, où là, dans le sprint où je voulais absolument passer devant Kinuana, où j'ai essayé de grappiller, mais ça devient vite chronophage. Mais non, sinon, c'est quelques petits instants par jour et ça s'arrête là, pour ma part. Ouais. Écoute, moi, j'essaye de faire le matin quand je me lève. Après, c'est vrai que je fais des heures fixes, quoi. Le matin, le midi, voilà, dans les pauses. Et après, quand j'ai fini, quand je rentre vers 17, 18 heures, là, je refais un petit point, là. Et puis, après, je suis peut-être un peu plus présent jusqu'à ce que je me couche, quoi. Voilà. Ah ben, je m'aperçois que pour un néophyte, je suis assez souvent dessus, quand même. Alors, je passe du temps, moi, alors. Mais alors, Après, j'avais une question. je traite. Oui, vas-y, ouais, Jean. J'ai une question l'autre jour. Hein. J'ai revisionné votre vidéo de l'autre jour, là. Tu disais que, si je me trompe, hein, peut-être, mais tu visais déjà à l'époque, tu visais quasiment les wins, tu visais même la Nouvelle-Zélande, mais vous travaillez, ça sert à, ça sert à, je peux me permettre, un GFS c'est valable à 8, 7, 8, 9 jours. Pourquoi aujourd'hui calculer une route jusqu'en Nouvelle-Zélande? Bah, moi, Alors, j'essaie de tirer. vas-y. Ouais, moi, je vais répondre. Moi, je faisais un peu de tout. Hein. Je te dis, ouais, j'essayais en fait de tirer un peu le plus loin possible pour voir un peu la tendance, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est surtout Et ça. pour étirer le point d'arrivée le plus loin possible, pour essayer de lisser, en fait. Et je sais pas comment dire, je suis pas mathématicien, mais je me dis que si je tire le plus loin possible, j'essaie d'avoir mon système météo qui va le plus loin possible, essayer de voir vers où ça va. Et après, je reviens, si tu veux, à ma situation proche et j'essaie d'ajuster au plus proche sur mes adversaires et au plus proche. Mais j'essaie de tirer le plus loin possible pour. Enfin, voilà, c'est comme ça que je raisonne. C'est peut-être une Moi, erreur, hein, mais. Et Joran, Ouais, je pense qu'il y a eu une erreur, enfin, moi, c'est une erreur que j'ai fait, en tout cas au tout début. Sur Zezo, par exemple, on avait la possibilité de choisir au tout début Fernando. Et, Ah ouais. et moi, j'ai choisi ça, sauf que les premiers, ils ont choisi directement Bonne Espérance. Et ben, ça change la donne parce qu'ils ont, Ah ont pas oui. eu la même, ils ont pas du tout eu les mêmes options et ils se retrouvent du coup devant maintenant à 1h30 en passant le cap de Bonne Espérance. Ils étaient 1h30, 2 heures devant nous, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Après, j'ai fait une erreur qui m'a coûté un peu de temps, mais c'est ce que j'avais fait. Oui, j'avais directement pris le cap de Bonne-Espérance au départ, et je pense que c'est grâce à ça que oui, mon départ a été oui, plutôt mais réussi. alors, justement, j'ai une question là-dessus. Bon, c'est le passé, mais ça pourrait servir pour les futurs caps, hein, surtout pour la remontée. Quand tu prends le cap de Bonne-Espérance, je comprends que tu fais des routages jusqu'au cap de Bonne-Espérance depuis ta position quand tu es au milieu de l'Atlantique Nord? Ben, Ouais. ouais, le routage te le propose. Après, toi, tu t'adaptes en fonction. Mais c'est sûr qu'entre le cap de Bonne-Espérance et l'île de Fernando, il va pas te proposer le même routage. Sauf qu'on va quand même y passer par cette île. Et moi, C'est j'ai fait ça. l'erreur de rester sur l'île trop longtemps. J'aurais peut-être dû passer à un moment donné sur le cap de Bonne-Espérance et prendre cette deuxième option. Oui, mais quand même tactiquement, maritimement, tactiquement, quand on est, quand on est à la latitude du Cap-Vert, hein, Oui. on est bien dans le nord et qu'on fait un routage au Cap de Bonne-Espérance, c'est un Oui. routage avec une météo à 3 semaines. Alors, les météos à 3 semaines, ça n'existe pas, quoi. Tu vois, si tu fais ton routage quand tu passes à la latitude du Cap-Vert pour aller au Cap de Bonne-Espérance, selon la météo qu'il y a à 10-15 jours, il te donne une route, bon, peu importe. Et puis, résultat, quand tu arrives à l'équateur, quand tu passes le poteau noir, eh ben, l'anticyclone de Sainte-Hélène, il n'est plus au même endroit, il n'est surtout pas à l'endroit au moment où tu avais fait ton routage 4 jours avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait, tout Ah à bah, fait. Mais alors, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en fait, quand j'ai fait mon routage, j'en ai un qui est arrivé directement, le point d'arrivée sur l'île, et il y avait le deuxième qui est arrivé sur le cap de Bonne-Espérance. Évidemment, ça ne veut rien dire ce routage sur le cap Non. de Bonne-Espérance, parce qu'on est, comme tu dis, on n'a pas cette visibilité sur aussi longtemps. Mais par contre, le fait de rester trop longtemps sur le cap de l'île, eh ben, lui, il me dit il faut aller sur l'île. Et lui, il comprend pas. Il se dit pas que je vais continuer ma route en bas. Ah Donc, oui, bien sûr, bien il me sûr, fait faire une bien vitesse sûr.
voilà. Et donc, sûr. en fait, il ne faut pas rester trop longtemps sur Bien sûr. ce routage-là. Il aurait fallu, à un moment donné, peut-être 2, 3 jours avant, changer ce cap et le mettre sur Bonne Espérance pour avoir ce décalage de Lille, peut-être. Et ce qu'ont fait les premiers. Hein. Ils ont eu ce décalage de Lille et ils sont descendus ils sont descendus avec un meilleur système Oui, que mais moi, non. j'ai pas eu parce que je suis resté trop longtemps sur l'île. Ouais. Voilà, j'ai changé. C'est juste ça que je voulais dire. Parce que Ah oui, d'accord. effectivement, Ouais, oui, je comprends. tout ce qui est sud de l'anticyclone et Cap de Bonne-Espérance, c'était bien trop loin. Mais c'était juste pour avoir le début de la route et avoir le début de l'option. Après, l'option, elle s'affine au fur et à mesure, ça c'est sûr. Parce que, alors je sais pas, moi quand je suis au départ, j'avais mis un point à l'équateur, au-dessus de l'équateur, au poteau noir, j'avais mis 28 ouest parce que c'est en général là que ça se passe et j'affinais. Ensuite, j'ai mis un point 200 000 dans l'est du cap de la pointe du Brésil de Natal parce que c'est un peu, et j'affinais. Et là, par exemple, quand on est arrivé dans le sud, j'avais mis les Kerguelen, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il faut mettre les Lewin, quoi. Donc, moi, j'ai mis un point à la latitude du Cap Lewin. À la longitude du Cap Lewin, mais à toucher la zone interdite. J'ai pris un pied de pilote, mais j'ai mis un point au sud du Cap Lewin et puis un peu au-dessus de la zone. Et puis après, je vais faire pareil pour la Nouvelle-Zélande. Parce que moi, le paquet dans lequel je suis, on va peut-être pas aller au Kerguelen, quoi, tu vois. Ah oui, oui, oui. Bah, ouais. Oui, moi, c'était un peu dans la même optique que Péric. C'était pour tirer une tendance, pour savoir à peu près par où il faut aller passer. Comme c'était mon premier Vendée Globe et que c'est un peu une de mes premières expériences en virtual regatta, j'ai pas fait beaucoup de courses. C'était aussi pour savoir par où il fallait que je passe, tout simplement. Et c'est comme ça que j'en ai tiré. Je l'avais mis dès le départ au Cap de Bonne-Espérance. Et après, c'est vrai, chaque jour on affine. Chaque jour on affine, on regarde un peu et c'est vrai que cette descente de l'Atlantique, elle a été très compliquée, hein, et pour les réels aussi, hein, surtout pour les réels. Mais du coup, comme elle était quand même spécialement compliquée, avec plein d'options qui se sont un peu, qui ont bougé pas mal là, c'est vrai que du coup, moi, je me suis dit, bon, écoute, mets-toi le plus loin possible, voir un peu par où ça va. Et puis après, on verra, quoi. Alors, peut-être que je suis allé un peu trop, finalement, s'y retrouvé peut-être un peu trop ouest. Ouais, on a été trop ouest tous les deux, Ouais, Péric. on était extrême ouest, en fait, quoi. Et pas extrême, sûrement par rapport à certains, mais globalement, sur le groupe de tête, on était les plus ouest, quoi. Ouais, Et du coup, même c'est à cause de cette petite erreur-là, je pense. Le groupe de tête où on était tous à l'ouest, nous, on était le groupe d'ouest de l'ouest. L'ouest de l'ouest, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et je suis complètement d'accord avec toi. Vous visiez quoi à l'époque alors? À ce moment-là, moi, on faisait le tour. On faisait le tour de la paroisse au plus large, en fait, hein, tu vois. Et du coup. Après Téta, vous êtes resté dans l'ouest. Moi, après Téta, je suis reparti avec le groupe de l'Est. Moi, j'étais encore loin, mais par rapport à vous, après Téta, vous êtes resté dans l'ouest, vous. On est reparti, ouais. Ouais, c'est ça, on a passé Téta dans le dur, là, en plein dedans, hein, avec la catapulte, comme ils en ont parlé. Et puis après, plein ouest, quoi. Et plein ouest, quoi. Et tu visais quel point à ce moment-là, alors? J'étais un peu partagé, en fait. Je fais un peu de tout. J'ai un peu tout essayé. Et puis finalement, je suis parti dans cette option-là, quoi. Non, mais tu visais pas le Cap de Bonne-Espérance. Tu visais un point, tu avais mis un point au milieu, tu avais mis un point avant, tu avais mis un point au large du Brésil. J'ai un peu tout fait, quoi. J'ai un peu tout fait. Ouais, j'ai un peu tout joué avec tout ça, là, et je me suis dit, bon, on va par là, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça bougeait beaucoup, hein. C'est vrai que sur Zezo, tu mettais pas grand-chose, ça partait dans tous les sens, les routages, quoi. Regarde, dans la réalité, bien évidemment, il ne fallait pas mettre un waypoint sur le Cap de Bonne-Espérance parce que jamais personne n'y va. Mais si tu mets au départ, c'est pas bon parce que tu vas à l'est. Il n'y a que le Cap Horn. Le Cap Horn, on peut le mettre parce qu'il faut y aller. Mais Bonne-Espérance, ça a toujours passé au large du Cap de toutes les routes du Vendée Globe passent au large du Cap de Bonne-Espérance. Donc, il n'y avait pas de raison que cette fois-ci, ça ne passe pas là. Et ça passe toujours à côté des Kerguelen. Mais il fallait mettre un point. Pour ça, je pense que moi, il faut mettre les points en limite. En plus, on n'est pas limité par la mer et par l'état de mer et par la force du vent. Donc, il faut mettre un point à la limite des glaces parce que c'est toujours la zone c'est le passage le plus court. Hein. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, je trouve qu'en regardant vos vitesses et autres, malgré le vent que vous avez,
comparé à la réalité, je pense qu'on est assez loin des vitesses quand même. Ouais, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière. Le jeu est obligé de faire un lissage en fait. Oui. Il est obligé de lisser ses vitesses, ses polaires et voilà. Mais effectivement, on va passer 26,8, il me semble, devant. On n'ira pas plus vite que. Ouais, ça plafonne. Voilà. Ouais. En vitesse, vous plafonnez à combien? 22? Vous avez 21,7, 22, pas plus. Bon, je crois qu'on Je sais même pas. Si, je crois qu'on Voilà, ça nous est arrivé d'aller plus vite, hein, je crois. Actuellement, je vais te dire, je sais pas beaucoup, je suis à 21,7 là. Ouais, je crois que ça plafonne. Mais bon, dans la réalité, eux, ils ne font pas 21 non plus. Même s'ils font des points de 25, 26, de toute façon, ça ne dure jamais très longtemps. Et ils auront plus une moyenne de 20 ou 18 nœuds que de. 22. C'est pour ça. Ouais. Ça, là, on a 27 nœuds 6 devant là, tu vois. Oui. Ouais, voilà, on a Et dépassé là, le terme. Et là, je suis à 22 nœuds là, tu vois. Donc, voilà, pour 27 nœuds 6. Et j'ai remarqué que le long de la ZEA tout à l'heure, là, ça bougeait plus. Effectivement, ça bougeait plus la vitesse des bateaux. Là, on était plafonné. Ouais. Alors, si vous sentez un courant d'air, c'est moi qui passe. Hein. Pas de problème. Je voulais revenir, parce que je ne vais pas tarder à devoir vous quitter. Ouais, moi aussi. Je voulais revenir sur tout à l'heure, on parlait du temps passé sur le jeu. Je viens de regarder, je passe en moyenne 1h20 par jour sur le jeu. Ah bah d'ailleurs, Et bravo. comment tu sais ça? Mon téléphone calcule le temps d'écran sur chaque application. Ah oui. D'accord. Et donc, l'application Virtual Regatta Offshore, je suis à 1h20 par jour globalement. Donc, moi, je sais que quand je peux, c'est au moins une fois ou deux par heure que je fais des vérifs. Ah ouais. Bon, après, c'est juste une petite vérif. Je refais pas un routage, voilà. Je reste pas longtemps. Mais ouais, quand je peux, puis même ça me stresse de pas savoir s'il y a une option qui est prise. Voilà. Qui a bougé, quoi. Ouais, qui bouge, qui fait quoi. Et puis comme j'ai pas les voiles en auto tout le temps, des fois, on peut vite se faire surprendre. Oui, on a, comme disait Péric tout à l'heure, hein, quand on a fait la descente, même les prévisions changeaient. Les routes qui étaient proposées changeaient et parfois brusquement. Donc, il fallait être en permanence, enfin, il fallait être souvent. On n'est jamais tranquille. Voilà, c'est ça qu'il faut. On est toujours un peu inquiet de ce qui se passe. On est aussi à la merci des bugs, de la technique. C'est ce que disait Péric aussi. C'est le côté, c'est nos avaries à nous. Voilà. C'est ça. Après, je ne joue pas une fois par heure la nuit non plus. Hein. Moi, je coupe. Hein. Ouais, c'est bon. Non, par contre, je me réveille. Ouais, je me réveille. Je pense que je me réveille des fois 2 fois par nuit quand même. Une fois début de nuit, une fois 4-5 heures. Bon. Ah ouais, non, moi, je suis pas capable de faire ça. Hein. Je pars pour ma nuit, puis je vois ça le matin, quoi. Ouais, mais bon, on va voir. Je pense qu'avec le temps, on va se rapprocher de la fin du Vendée Globe et ça va devenir de plus en plus parce qu'on voudra préserver notre classement, gagner encore quelques places. Et je pense que vu l'intérêt qu'on a et c'est le challenge, quoi. On est tous et le challenge, il va faire qu'augmenter jusqu'à la fin. Et je pense que tu auras ton téléphone, Joran, quand on sera près des Sables d'Olonne. Et je pense que ça sera plus 1h20. Hein. On fait le pari si tu veux. Ouais, on en rediscute. Voilà. Moi, je mise sur la fraîcheur. Je me préserve la nuit et pour être à fond sur la fin. Ok. Bon, on va en rester là parce que je pense qu'on a tous plein de choses à faire. Voilà. Et Jean, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce live. Merci à vous, les spécialistes là. Et puis si j'ai pu apporter quelque chose sur la course par elle-même et sur les règlements, n'hésitez pas. Oui, si un jour il y a un cas j'espère que non, hein, mais si un jour il y a un cas de jury ou un cas qui se présente de discussion, si vous voulez un avis ou quelque chose, ou bien Péric me fera signe et puis c'est avec plaisir que je vous rejoindrai. Oui, on fera d'autres émissions. De toute manière, on va essayer de faire venir d'autres intervenants et puis de faire avec Zoom. On n'est pas limité de toute manière dans le nombre d'intervenants. Et le principe de l'émission est très intéressant. On a eu beaucoup de bons retours.
Et enfin, j'ai été pour ma part ravi de t'accueillir, Jean, et toujours bien sûr ravi d'accueillir Périg et Joran. Et merci à tous. Et ben, je vous dis à la prochaine. Et bon vent, c'est ça? On dit bon vent? Oui, Bon vent, c'est ça, Bon exactement. vent à tous. Merci, Merci à vous. Vincent, merci Jean. Ouais, merci Bonne Vincent. soirée, Ouais. Périg. Merci Joran. Ouais, salut. Et puis Au revoir. bravo Vincent pour la team, là, ce que vous faites dans toute la team. Bravo, c'est vraiment un élément de cohésion entre nous tous, là. Ah, c'est un vraiment travail sympa, d'équipe. cet esprit-là. Vraiment, Ah ouais. d'avoir une bonne team comme ça. Bravo. Alors, rendez-vous aux Merci, Jeux Jean. Olympiques. À bientôt. Au revoir. Allez, Ciao. salut. Salut. Salut.